Même si j'apprécie tout autant le format papier que l'animation, j'avoue que cette dernière est idéale pour dépeindre le grandiose. Bien que la Japanimation soit avant tout une industrie et un divertissement, rien ne l'empêche d'être considéré comme un art, et ce n'est pas les nombreuses scènes marquantes qu'elle a laissées dans la culture populaire qui diront le contraire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une scène reste gravée dans les esprits, devient culte, voire laisse un héritage indélébile dans son médium? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers différents exemples de diverses catégories de scènes marquantes. Je précise tout d'abord que, de par la nature de son sujet, cette vidéo contiendra forcément un certain nombre de spoils. Lorsque ce sera le cas pour un animé en particulier, j'indiquerai le moment de la vidéo pour sauter ce passage. On commence tout de suite avec les combats. Si tu es un jeune adolescent qui aime porter des bandanas de ninja et faire le geste du kamehameha avec les mains, c'est sans doute la réponse la plus évidente qui te viendra à l'esprit. En effet, rien de tel qu'une bonne baston entre deux êtres dotés d'une puissance hors du commun pour créer une scène épique. La confrontation n'a pas forcément à se résoudre à coups de poing, il peut aussi s'agir d'une compétition sportive ou d'une bataille psychologique, voire les trois à la fois. Dans tous les cas, cela nous garantit un florilège de techniques inventives, d'animations épiques et de sang mêlé à la sueur des protagonistes qui dépassent leurs limites sur le champ de bataille dans la plus classique tradition du neketsu. Et pourtant, je pense que c'est la catégorie la moins intéressante des scènes marquantes. Non pas que je n'aime pas les combats, au contraire j'apprécie toujours les scènes d'action qui viennent rythmer un animé. Mais le problème que j'ai avec elles, c'est qu'elles sont souvent attendues et prévisibles. Attendues parce qu'on sait que le combat que tout le monde veut voir va arriver, c'est même parfois le seul intérêt du scénario. Et prévisibles parce que, faut pas se leurrer non plus. La conclusion du combat, on la voit souvent arriver à des kilomètres. Même l'aspect stratégique se limite en général à qui tapera le plus fort en criant. Et si jamais l'auteur n'a pas mis en place en amont la solution, elle paraîtra toujours comme étant improbable et sortie de nulle part quand il ne s'agit tout simplement pas d'un Deus Ex Machina expliqué en détail par un personnage insupportable. Bon, rassurez-vous, je vous dis pas que vous avez tort d'apprécier une bagarre juste pour ce qu'elle est, non, ça c'est juste moi qui fais mon cher. En revanche, il y a un genre d'affrontement que j'apprécie particulièrement, c'est le combat idéologique. À ne pas confondre avec le combat psychologique qui consiste à trouver une faille chez son adversaire, le combat idéologique c'est lorsque deux façons de penser se confrontent. Attention, je parle pas du méchant qui essaye d'expliquer aux gentils en plein milieu du combat à quel point son idéologie fascisante est nécessaire pour la société. Techniquement, si on tue tout le monde, plus personne ne souffre. Ah bah oui, ça se tient. Non, je pense plutôt à des combats symboliques dont l'affrontement n'est pas forcément direct, et concerne parfois un seul personnage qui remet en question son point de vue. Je vais prendre l'exemple du combat de Shinji contre le 13e ange dans l'épisode 18 d'Evangelion, et sachant que je pourrais faire un épisode entier rien que sur cette série tellement elle a de scènes marquantes, estimez-vous heureux que je n'en parle que d'une seule? Bon, ok, de deux en fait, mais enfin bref. Dans cet épisode, l'ange a pris possession de l'Eva 03, dans lequel Shinji sait que se trouve un pilote comme lui. Il refuse alors de combattre car il préfère mourir que tuer quelqu'un, ce qui va à l'encontre des ordres de son père pour qui la fin justifie les moyens. Shinji se bat au sens figuré pour éviter de se battre au sens littéral, jusqu'à ce que son père lui enlève le contrôle de son mecha pour lui donner un système automatique dont la seule fonction est de tout détruire. Le combat, qui n'en était déjà pas un, tourne alors au massacre devant les yeux de Shinji, impuissant. Cette scène n'est pas seulement marquante pour sa violence, elle marque aussi un point de rupture dans l'histoire, à partir de laquelle Shinji remet en question sa volonté de piloter, qui était avant tout motivée par un désir de reconnaissance de la part de son père, ce qui causera de nombreuses conséquences dans les épisodes suivants. Inutile de préciser que cette scène a déjà été reprise dans de nombreuses œuvres, soit dans sa forme, soit dans son fond. La rupture de ton. En général, un animé va installer une ambiance qui correspond à ses thèmes afin de plonger le spectateur dans son histoire. Cependant, cette ambiance peut être brisée afin de le surprendre, soit en camouflant les réels enjeux de l'intrigue au début de la série, soit en changeant de ton en plein milieu dans un épisode spécial. Dans ma vidéo sur les animés dont il ne faut pas se fier à l'apparence, de nombreuses personnes ont soulevé le fait que j'aurais pu parler de Puella Magi Madoka Magica, animé à l'apparence mignonne qui se révèle être assez sombre. Je ne suis pas d'accord car dès le début du premier épisode, avant le générique, on sent l'ambiance que va nous servir la série, et on se doute qu'il y a quelque chose de plus sombre qui se cache derrière. On ne sait juste pas à quel point ce sera sombre. Au début de la série, Madoka rencontre Mami, une Magical Girl expérimentée qui la guide dans son choix de devenir à son tour ou non une Magical Girl. À ce moment-là, Mami paraît parfaitement en contrôle et le statut de Magical Girl semble idéal, jusqu'à la fin de l'épisode 3. Cette scène est celle qui va décider si le spectateur va aimer ou non cet animé. Au moment où tu penses être dans ta zone de confort, le scénario te chope par le col et te fout un gros coup de boule qui remet en question la façon dont tu voyais l'animé. Cette scène est d'autant plus cruelle qu'elle arrive juste après une autre dans laquelle Mami et Madoka consacraient leur amitié en parlant de manger du gâteau. Notez également la réalisation efficace qui permet de montrer une mort particulièrement violente sans risquer de se faire censurer. La tête de Mami se fait littéralement manger par le cadre, son décès est suggéré par la disparition de ses pouvoirs, puis son corps tombe au loin selon le point de vue de Madoka. C'est même pas la scène la plus choquante de l'animé, mais c'est avec celle-ci qu'il révèle son jeu et donne un premier impact au spectateur en lui demandant s'il veut continuer. Et oui, il faut continuer Madoka. La mort.
La Japanimation n'a pas toujours été très sympathique envers la mort. Dans certaines séries, elle est tellement utilisée à tort et à travers qu'elle passe du statut d'enjeu à celui de simple anecdote. Néanmoins, ce n'est pas de celle-ci dont je vais parler. Dans les autres cas, la mort, ou plutôt son évitement, est un enjeu majeur qui irrigue l'histoire. Plus on connaît un personnage et on l'apprécie, plus sa mort sera importante pour le spectateur, ce qui fait que c'est un bon moyen de surprendre. Faisons une expérience. Prenez un fan de Kiseiju, faites-lui écouter cette musique, et il y aura alors de fortes chances pour qu'il se recroqueville par terre en pleurant. Et si vous connaissez Kiseiju, vous savez très bien de quelle scène je vais parler. Dans Kiseiju, les parasites sont des extraterrestres anthropophages qui prennent le contrôle des humains par leur cerveau. Shinichi a un parasite dans le bras avec qui il va vivre en symbiose et tenter de protéger les êtres qui lui sont chers. Les parasites ont la capacité de se repérer par des ondes qu'ils émettent, et certains rares humains peuvent les sentir. C'est le cas de Kana, une jeune fille qui tombe amoureuse de Shinichi et pense avoir un lien spécial avec lui vu qu'elle peut sentir sa présence. Un jour, elle tente de le trouver uniquement avec son pouvoir, mais pas de bol, elle avait capté les ondes d'un autre parasite et se fait tuer. Fou de rage, Shinichi défonce le parasite en lui arrachant le cœur, avant de regarder Kana mourir dans ses bras. L'impact de cette scène ne vient pas seulement de la mort d'un personnage innocent mis en danger à cause de ses sentiments. Perso, j'étais pas spécialement attaché à Kana et je crois que je vais recevoir des menaces de mort pour avoir dit ça. Non, le point le plus important, le tournant de l'histoire dans cette scène, c'est la réaction de Shinichi. Jusqu'alors, Shinichi gardait une attitude passive face au parasite. Il préférait éviter les affrontements directs et ne se battait que s'il n'avait pas le choix. Même lorsqu'il a tué le parasite qui avait pris le contrôle de sa mère, il a fait ça avant tout pour protéger son père qui était la cible de ce parasite. De plus, c'était Migi, son parasite, qui décidait quand il devait se battre et quand il devait adopter une autre stratégie. Pour la première fois avec cette scène, Shinichi initie le combat de lui-même, enragé non seulement par la mort de Kana, mais aussi par la culpabilité et l'impuissance qu'il ressent du fait de ne pas avoir pu la protéger. Et sinon, qu'est-ce qui est mieux qu'une mort? Plein de morts, comme dans Code Geass. Juste pour replacer le contexte, le Japon a été colonisé par l'Empire de Britannia, et Lelouch, le personnage principal, doté du pouvoir de donner des ordres ultimes, se fait passer pour un leader des forces rebelles japonaises pour en réalité comploter un plan de vengeance envers la famille impériale. Vers la fin de la première saison, un espoir renaît pour les Japonais lorsque la princesse Euphemia propose de créer une zone dans laquelle ils retrouveront leur nationalité et leurs droits, ce qui contrevient au plan de Lelouch puisque les rebelles dont il se sert n'auront plus de raison d'exister. Cependant, il se laisse convaincre par la princesse avant de commettre la pire erreur de sa vie. Faire une blague! Pour rigoler, Lelouch dit à la princesse qu'il pourrait lui ordonner de tuer tous les Japonais avec son pouvoir, pile au moment où ce dernier échappe à son contrôle. Alors que tout pouvait se finir ici, que la paix allait pouvoir revenir, sa mauvaise blague provoque un véritable génocide. Il rattrape la situation auprès des rebelles en annonçant que la proposition de la princesse était un piège afin d'exterminer les Japonais. Lelouch maintient ainsi son rôle de leader alors que tout est de sa faute, et doit ordonner à ses troupes de tuer la princesse. L'ironie de la situation atteint son paroxysme lorsqu'on voit Euphemia, incarnation de l'innocence, en train de mitrailler les Japonais sur le champ de bataille, avant de se faire tuer par Lelouch, qui était auparavant amoureux d'elle. Alors avec du recul, on se doutait bien que l'histoire n'allait pas se résoudre aussi facilement, surtout qu'il restait plusieurs épisodes avant la fin de la saison, et que le grand méchant continuait de comploter dans l'ombre. Dans une histoire classique, les gentils auraient touché du doigt leur but jusqu'à un retournement de situation, causé par leurs ennemis, entraînant une nouvelle péripétie jusqu'au dénouement final. Mais là, à partir d'une simple blague qui tourne mal, rendre le héros responsable d'un génocide, de la reprise d'une guerre ouverte qui entraînera un conflit d'ampleur mondiale, et même indirectement de la création d'une arme de destruction massive, c'est juste du génie. Il me semble également que c'est la première fois que quelqu'un résiste pendant un instant à un ordre absolu de Lelouch, tellement il est en contradiction avec la volonté de la princesse. C'est mémorable, l'histoire prend une toute autre tournure à partir de là, et c'est inattendu sans pour autant sortir de nulle part. Bref, c'est marquant. Bon après la mort c'est un peu facile quoi. Alors qu'est-ce qui pourrait être un peu plus marquant? La torture. Sans pour autant être un thème récurrent, on trouve tout de même pas mal d'animés où des personnages se font harceler ou bisuter par leurs camarades, et parfois d'une manière très cruelle. Oui, le bisutage peut être une forme de torture, mais bon, en général ces situations sont bien montrées comme étant particulièrement injustes et perpétrées par des personnes cruelles. Du coup, le spectateur n'a même pas à s'interroger, il voit et sait que c'est mal. Et c'est là qu'arrive Made in Abyss. Riko est une jeune fille qui veut retrouver sa mère en parcourant l'abysse. Problème, plus on descend dans celui-ci, plus les conséquences sur le corps sont graves lorsqu'on remonte. Malgré ça, Riko débute son voyage dans la bonne humeur, accompagné par Rege, un enfant robot qui tire des lasers. À quelques détails près, son aventure ne se passe pas plus mal que celle d'un dresseur de Pokémon. Jusqu'à l'épisode 10. Alors qu'ils ont atteint un point assez profond de l'abysse, les deux jeunes gens sont attaqués par une créature hérissée de pics mortels. Riko se fait transpercer la main, et alors qu'elle se fait un garrot pour éviter que le poison ne se répande dans son corps, Rege est contraint de fuir avec elle, mais vers le haut, ce qui provoque des hémorragies internes chez la jeune fille. Alors qu'elle pisse du sang par tous les orifices, on voit alors son bras en train de
Ah, retire-moi ça, c'est horrible! Entre deux cris de douleur et vomissements de sang, Rico dit à Lege de couper son bras, 127h style, en commençant par briser l'os avec une pierre. Et franchement, entre les cris de douleur de Rico, la tête de Lege qui doit trancher le bras de son ami, et l'ambiance morbide qui contraste à mort avec le chara-design mignon, je pense que cette scène ne peut laisser personne indifférent. Bon, des scènes gore, on en trouve plein dans la Japanimation. Mais là, c'est pas tant le sang qui marque, mais plutôt l'accumulation de crasse que l'héroïne doit subir, avec une mise en scène qui appuie bien sur les moments douloureux, sans partir dans l'exagération. Surtout que, depuis le début, on nous prévient que ça peut arriver à tout moment, et on a même eu un petit avant-goût dans les épisodes précédents. Et le pire, c'est que même si on se doute que Rico va s'en sortir, on sait que ça peut recommencer. Allez, on a eu notre dose de sang et de larmes pour cette vidéo, passons à autre chose. Il y a un autre type de scène marquante, mais pas du tout de la même façon que celle qu'on a vue. Dans les cas précédents, il s'agissait d'une scène clé qui marque lorsqu'on a effectivement vu l'œuvre en question. Mais il existe aussi tout un tas de scènes que tout le monde connaît, même sans avoir vu un seul épisode, ce qui donne souvent lieu à des préjugés sur la dite œuvre. Les fans de Monogatari connaissent bien ça. Mais comme j'ai déjà beaucoup trop utilisé cet extrait dans mes vidéos, je me contenterai d'une image de brosse à dents. Pour que vous compreniez mieux, je vais parler de la scène que tous ceux qui n'ont pas vu Evangelion me sortent dès que j'aborde le sujet, la fameuse masturbation de Shinji. Cette scène apparaît au début de The End of Evangelion, la fin alternative de la série pour certains et véritable fin pour d'autres, dont moi. C'est sûr que, sorti de son contexte, se secouer la nouille au-dessus d'une fille dans le coma n'apparaît pas comme la meilleure idée du siècle. Pour mieux comprendre, je vais vous résumer en gros ce qu'a vécu Shinji. Après avoir perdu sa mère et avoir été abandonné par son père, ce dernier le fait revenir dans son organisation dans le seul but de lui faire piloter un mecha afin de défendre la Terre, mettant entre ses mains l'avenir de l'humanité. Shinji est un garçon timide souffrant du dilemme du hérisson. Il a du mal à se faire des amis et le peu qu'il arrive à avoir se retrouve en danger de mort à cause de son travail. Avec les filles c'est encore pire, surtout quand les deux avec qui tu vis sont au choix une alcoolique irresponsable qui se trouve être sa supérieure et une hystérique bipolaire qui est la reine de la frustration. Puis lorsqu'il rencontre la seule personne au monde à lui montrer de l'affection, celui-ci se révèle être un ennemi qui a trahi sa confiance et que Shinji doit tuer de ses propres mains tandis qu'il ne se défend même pas. Au final, la seule autre fille qui était proche de lui a changé de personnalité, il n'a plus confiance en personne et surtout pas en lui-même, la fin du monde est imminente et il est encore puceau. Vous comprenez mieux son geste maintenant? Attention, explication ne veut pas dire justification. Quelles que soient les circonstances, se masturber sur quelqu'un d'inconscient à l'hôpital, ça se fait pas. D'ailleurs, se masturber sur quelqu'un tout court, ça se fait pas. Enfin, sauf si l'autre personne est consentante. Mais bon, dans ce cas-là, faut se mettre d'accord avant. Et éviter de le faire en public. Et je vais beaucoup trop loin avec ma blague. Bref, cette scène sert à montrer l'état psychologique dans lequel est Shinji à ce moment de l'histoire, c'est-à-dire perturbé. D'ailleurs, il y a rien de choquant, car tout se passe hors champ, on entend juste la respiration de Shinji, puis on voit sa main couverte de... lait concentré. Surtout que l'un des thèmes principaux d'Evangelion, c'est les difficultés rencontrées durant l'adolescence, dont la découverte de la sexualité. Au final, ce genre de scène, c'est comme mes miniatures, il ne faut pas avoir de préjugés dessus. Sinon, vous vous faites de fausses idées, et après on se retrouve avec des gens qui commentent mes vidéos, alors qu'ils ne les ont même pas regardées. À chaque fois que quelqu'un commente une vidéo avant de l'avoir regardée, une waifu avec des oreilles de chat meurt. Dites non aux préjugés, regardez mes vidéos avant de les commenter. Et regardez Evangelion, au passage. Ceci était un message du ministère de la protection des waifus.